Grandeur, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au JT Sabah, le journal décontracté de Numérica Télévision, dont voici les grandes articulations. Assemblée nationale Sénat, les brillants élèves de la pratique de la démocratie reviennent à leur école. C'est ce samedi que le bureau de 2 chambres du Parlement ont procédé à l'ouverture de la session de septembre. Et pendant ce temps, processus électoral, des déclarations se multiplient de tous bords. Opposition et société civile reviendront à la charge dans ce journal. Ils sont candidats président de la République, ils sont quelques-uns à avoir rendu public leur projet gouvernemental. Leurs projets gouvernementaux, voulais-je dire, des chiffres allant de 12 milliards à 400 milliards pour d'autres. Guerre de chiffres ou ambition réalisable. Avec nous pour en parler ce soir, Jean-Louis Miaswekama, analyste économique et rédacteur en chef de l'agence Galaxy Media AGM. Jean-Louis, bonsoir. Bonsoir. Autre chose, mettre ou n'est pas mettre des soutifs ou que dis-je des soutiens. Nous parlerons de la vague de celles qui n'en veulent pas avec Anthony Kayembe, notre expert en questions santé qui signe son retour dans les JT Sabah. Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre. Ouverture ce samedi 15 de la session ordinaire de septembre dans les 2 chambres du Parlement. Députés et sénateurs reprennent le chemin du Palais du Peuple conformément à l'article 115 de la Constitution. Était témoin pour le compte de la maison, Félix Ilunga. Fini donc les vacances parlementaires, députés et sénateurs ont repris le chemin de l'hémicycle pour la session ordinaire de septembre. Essentiellement budgétaire, la toute dernière session de la 2e législature intervient dans un contexte politique marqué par les préparatifs des élections prévues le 23 décembre 2018. En dépit de ces contextes et du caractère contraignant du calendrier électoral, le président de la Chambre basse a invité le gouvernement à déposer en temps utile le projet de loi des finances exercice 2018 afin de permettre aux députés nationaux d'aller en campagne électorale fixée du 22 novembre au 21 décembre prochain. S'agissant justement du moment particulier que traverse la République démocratique du Congo, Robin Minakou s'est fait le devoir de prêcher la démocratie, la mère d'un état de droit. Si nous voulons ériger notre pays dans notre pays, une démocratie véritablement apaisée, nous devons être à même de nous remettre en question, de nous débarrasser de nos égos et d'accepter tout le principe de faire passer l'intérêt général avant tout autre intérêt. C'est aussi cela, être un homme d'État. La question conforme à l'état de droit est plutôt celle de savoir si les lois de la République interdisent le recours à cette technologie. Si elle n'est pas interdite, l'état de droit laisse la latitude, au nom du principe de la compétence d'attribution, à la structure constitutionnelle ou légale ayant la prérogative d'organiser les élections, de formuler toutes les propositions pouvant permettre au pays d'avoir des élections véritablement démocratiques. Le président de l'Assemblée nationale a aussi rendu hommage au chef de l'État pour le sens élevé des responsabilités dont il a fait montre. Par cet acte que d'aucuns pourraient considérer comme anodin, il a en réalité contribué de manière historique à solidifier le socle démocratique dans notre pays et prêcher par l'exemple à la face du monde et à l'égard de bon nombre des pays africains. Hommage
à ce grand homme du temps moderne qu'est Joseph Kabila Kabange. En outre, Aubin Minakou a vanté le travail abattu par les élus du peuple au cours de cette législature. Il a rappelé les 183 lois votées en faveur du pays. Toutefois, il a reconnu que beaucoup reste à faire dans cette jeune démocratie, invitant ainsi les Congolais à être responsables dans la marche du pays. Et du côté du Sénat, Léon Kengo Adondo a appelé un sursaut patriotique afin d'un idéal commun, celui de la construction d'une démocratie selon les aspirations du peuple congolais. Dans son mot d'ouverture, Léon Kengo Adondo a invité les sénateurs à beaucoup plus de célérité dans l'examen de matières inscrites au calendrier afin de clôturer cette session avant le début de la campagne électorale. Et dans une déclaration faite ce samedi 15 septembre au siège du G7 à Kinshasa, l'opposition politique représentant 7 des 18 candidats, à savoir Bemba Mozito, Tshisekedi, Katumbi, Matungulu, Fayulu, Kamere, a annoncé la tenue le 29 septembre à Kinshasa d'un grand meeting populaire afin de sensibiliser la base. Nous vous proposons de suivre un extrait de cette déclaration. L'opposition politique confirme son identité et son unité dans la quête pour l'alternance démocratique. À cet effet, elle présentera au peuple congolais son candidat commun à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. L'opposition politique qui milite toujours pour le respect de la Constitution et la mise en œuvre effective de toutes les mesures de décrispation prévues dans l'accord de la Saint-Sylvestre tient à l'organisation des élections crédibles, inclusives et apaisées le 23 décembre 2018 selon le calendrier de la CENI. Elle a aligné ses candidats à tous les niveaux provincial, national et présidentiel et ne s'inscrit donc pas dans la logique du boycott des élections. Dans cette perspective, l'opposition politique annonce les actions politiques suivantes. La tenue d'un grand meeting commun à Kinshasa le 29 septembre 2018. L'organisation des matinées politiques par chaque parti et chaque regroupement politique à travers toute la République en vue de sensibiliser et mobiliser les militants sur les enjeux de l'ère. Et après Bruxelles, c'est en Afrique du Sud, fin septembre, voire début octobre, qu'aura lieu l'autre grande réunion de l'opposition pour sûrement la désignation de son candidat commun à la présidentielle. L'information a été donnée par le site 7sur7.cd. Cette rencontre devra se tenir après la proclamation par la CENI de la liste définitive de candidats présidentiels de la République les 19 septembre. Déclaration de l'opposition, tournée de Didier Reynders, déploiement de forces régionales en RDC pour le porte-parole du gouvernement Lambert Mende. Kinshasa reste droit dans ses bottes. Pas question de marcher sur sa souveraineté. Les décisions du pays doivent se prendre au pays par le fils du pays. C'est Lambert Mende qui nous l'a dit. J'accepte qu'on puisse interférer dans son processus électoral. Regardez ce qui vient de se passer aux États-Unis, cher ami. Le président Trump vient de promulguer une loi qui, sans toute interférence d'un pays, d'un individu ou d'une entité étrangère sur le processus électoral des États-Unis. Alors, si les États-Unis d'Amérique, qui sont la première puissance du monde, ressentent le besoin de protéger l'intégrité de leur processus électoral, comment peut-on s'être surpris qu'un pays en voie de développement comme la RDC puisse en faire de même? La question ne peut même pas se poser. Les élections sont une affaire de souveraineté, et pour les États-Unis et pour la République démocratique du Congo. Aucun pays n'est autorisé à s'ingérer dans les affaires qui concernent le processus de choix des dirigeants d'un autre pays. Et les élections, c'est le choix des dirigeants d'un pays. Aucun pays ne l'accepte et la RDC n'est pas différent des autres pays.
Dans une déclaration rendue publique vendredi 14 septembre à Kinshasa, les leaders de la société civile travaillant comme experts dans la thématique électorale saluent les avancées significatives réalisées dans la mise en œuvre du calendrier électoral par la CENI. Il s'avère que techniquement, selon eux, aucun élément à ce jour objectif ne peut concourir à la non-tenue des échéances électorales prévues en décembre. Et vous qui ne le savez peut-être pas, c'est depuis jeudi que la Cour constitutionnelle a clôturé les prononcés des arrêts en matière de contentieux législatif. Elle a rendu 190 arrêts, dont près de 80% confirment la décision de la Commission électorale nationale indépendante en validant ou rejetant certaines candidatures aux élections législatives de décembre prochain en RDC. Les arrêts seront notifiés aux requérants à la CENI et au président de la République entre lundi et mardi prochain. Chaque candidat recevra les dispositifs de l'arrêt de la Cour, l'informant soit du rejet, soit de la recevabilité fondée de sa requête. Au nombre des requérants déboutés par la Cour figurent notamment les rassemblements de l'opposition, la dynamique de l'opposition, l'UDPS et alliés, le M17, le G7, le PPRD, l'ATD, le PALU et alliés et autres. Parmi les requérants, ayant obtenu gain de cause, il y a entre autres Henriette Ouamou, le RASOP, G7, Front du Salut, Alliance CCU et alliés. Et il faut savoir que la CENI devra publier la liste définitive de candidats mercredi 19 septembre prochain. Et avec nous, nous le disions sur ces plateaux de Numérica Télévision, Jean-Louis Miasouekama, avec Jean-Louis Miasouekama qui est rédacteur en chef de l'agence Galaxy Media AGEM. Nous allons parler des candidats présidents de la République. Jean-Louis, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. C'est un honneur pour moi de vous recevoir dans ces plateaux. Jean-Louis, on a vu des candidats de la République postuler d'abord, mais là nous sommes dans cette étape où on le voit, certains d'entre eux en tout cas, en train de défendre ou de présenter leur projet de société. De manière générale, Jean-Louis, on est en train de parler de chiffres. On a comme l'impression qu'il y a une certaine guerre des chiffres. On a dit dans le sommaire, s'il y en a qui pensent à 12 milliards pour la première année, il y a d'autres qui vont carrément à 400 milliards pour le quinquennat. Vous avez fait une analyse là-dessus, Jean-Louis, qu'en pensez-vous? Oui, effectivement, guerre de chiffres, Jean-Pierre Bemba a validé, il pensait partir de 80 milliards sur 5 ans, Félix Tshisekedi partait de 87 milliards sur 10 ans, René Badibanga est parti sur 400 milliards sur tout le quinquennat, en partant de 85 milliards en moyenne. Fayou a présenté son programme, il est sur 190 milliards sur 5 ans, 38 milliards par an. Et il a voulu détailler comment elle a trouvé l'argent, c'est assez intéressant. Et ainsi de suite. Il y a par exemple Seth Kikouli qui lui a parlé de son plan d'urgence d'un an de 12 milliards. Alors d'abord, effectivement, cela rend dubitatif par rapport au budget actuel qui est de 4 milliards et demi, 4 milliards de Russie. C'est rêver un peu, non? Peut-être rêver un peu, mais il faut partir du fait d'abord que les gens ont du mal à le croire parce que, on connaît la modicité de nos budgets, suite d'abord à la difficulté de collecter les recettes. Vous savez que dans le fichier électoral, dans le fichier fiscal, il n'y a que 177 personnes physiques et morales pour une population qui atteint 90 millions d'habitants sur les statistiques de la Banque centrale. Vous savez que donc il y a ce de collecte, les recettes, il y a l'écoulage des recettes, et il y a aussi la capacité d'absorption, parce qu'il ne faut pas seulement collecter l'argent, l'avoir, mais dans la dépense. On sait que beaucoup de programmes qu'on a eu avec la Banque mondiale, par exemple, il y a une difficulté d'absorption, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à épuiser tout le financement dans le temps, dans les délais, et il faut même faire des rallonges pour faire de certains projets donnés, mais certains autres non. Donc à base de ça, cette difficulté de collecter les recettes, cette difficulté d'absorption et ainsi de suite, cela en fait fait douter les gens. De l'autre côté, Jean-Louis, où vont-ils avoir de l'argent? Ils vont recourir aux prêts dans des banques si jamais ils passaient, le président? Ils passent de la base que, par exemple, si on prend le cas de Martin Fayulu, qu'il faut par exemple arrêter le coulage des recettes. On pense à 15 milliards. D'autres vont même jusqu'à dire que la fraude d'évasion fiscale est telle qu'on perd 100 milliards par an. Soit. Il faudrait, par exemple, lui dire, sur les 15, il faut essayer de récupérer 12. Il faudrait
faire des réformes fiscales qui permettent d'agrandir, d'élargir l'assiette fiscale. C'est-à-dire si on est à 177 000 personnes physiques et morales, qu'on puisse passer, par exemple, 20, 30, 40 millions de personnes. Maintenant, il y a le fait que d'autres, et on évoque aussi le fait, par exemple, je prends encore le cas de Martin Fayulu et peut-être d'autres aussi, de la diaspora. La diaspora, elle, par le point de vue monétaire, ces flux qu'elle envoie, ces transferts qu'elle fait, sont peut-être évalués à peu près à 10 milliards d'euros. Ça, c'est monétaire, sans compter en nature. Parce que le plus gros bailleur de fonds, c'est toujours la diaspora. Et nous, on a une diaspora d'au moins, semble-t-il, ce que disait le vice-ministre des étrangers, à 15 millions. C'est une des plus grandes au monde, en fait. 15 millions. 15 millions de personnes, voire 16 millions. Alors, de ce fait, d'autres disent, si on arrive à canaliser ces flux, à en tirer, on peut en tirer peut-être 3 milliards, ou un peu plus, des additions. L'autre parle encore des emprunts, parce que les pays reçoivent des dons et des emprunts, suite à des accords, ainsi de suite. Mais le problème, c'est le danger aussi d'un fort endettement. Déjà, on parle avec la coopération chinoise en Afrique. Jean-Louis, y a-t-il de montants comme ça, on peut dire assez fous, quand on entend par exemple 400 milliards en 5 ans? Peut-on y arriver? Pourquoi En tout réaliser. La crainte est là. En fait, les gens pensent assez fou parce que ça fait longtemps. 400 milliards quand même, Jean-Louis. On a quitté parce que 400 milliards, quand on pensait 400 milliards, notre PIB est moins de 40 milliards. On peut arrondir à 40 milliards. Mais prenez le PIB du Nigeria, il est à 500, plus de 500 milliards, voire 500 à 600 milliards. Pendant que les gens vous disent que vous allez atteindre ce PIB, le PIB en 5 ans. Le problème, c'est d'un côté cette faiblesse-là, mais de l'autre côté aussi, c'est le fait cumulatif de l'activité économique. Dans un sens comme dans un autre. Quand on gère, quand on a la fraude, l'évasion fiscale, le poulage et recettes, effectivement, les capacités s'amortissent. Mais quand on veille à boucher tous les trous, à canaliser les recettes, les capacités augmentent et le bon usage décuple les choses. C'est comme un exemple, le prof Kinzo dit, paix à son âme, le prof Kinzo disait, alors je devais donner dans les séminaires que je donnais en gestion financière, l'année où j'étais à l'université, il a donné un travail à un groupe sur les entités décentralisées, les communes. Il a dit, si vous mettez des gestionnaires de choses, des économistes, des gens bien formés dans l'administration, qui gèrent bien, qui récoltent bien les recettes, qui permettent que des activités économiques se créent, ainsi de suite, le PIB décuple. En fait, la RDC peut, avec sa population, effectivement atteindre des montants auxquels on ne sait pas, auxquels on ne pense pas. Mais tout le problème réside dans comment vous allez faire ça, dans comment vous allez organiser tout cela. Espérons, Jean-Louis, que ces candidats, s'ils sont élus, y arriveront. Mais Jean-Louis, il y a autre chose. Il y a certains candidats qui privilégient certains secteurs par rapport à d'autres. En fait, le problème de la RDC, tous les secteurs sont prioritaires. Mais d'abord, Martin Fayulu a parlé de l'agriculture, oui. Celle qui connaît loin insiste sur la canalisation de recettes. Chacun a sa stratégie comme ça. Donc, en fait, dans l'ensemble, quand on voit le point général, la plupart, bien sûr, ils prennent la bonne gouvernance, et c'est facile à dire, la bonne gouvernance, et ils prennent la canalisation de toutes les recettes dans les caisses du trésor, donc lutter à fond contre les coulages, contre l'évasion fiscale, contre la fraude. Et après, effectivement, ils proposent des secteurs dont tout le monde pense aux mines d'un côté, à l'agriculture, parce que d'un côté, il faut arriver à faire la diversification de l'économie. La diversification permet non seulement d'augmenter les recettes, d'augmenter les emplois, parce que c'est plus d'emplois, de limiter les chocs extérieurs, parce que les gens parlent comment on peut avoir 40 milliards de PIB, comment on aura un budget de 4 milliards et demi, ainsi de suite. On oublie qu'on est en économie, ce qu'on appelle petite économie ouverte. Une petite économie très petite qui est susceptible de subir les chocs extérieurs et qui vit en partie de ces exportations. Merci Jean-Luc Miassué. Comment nous vous gardons encore avec nous. Suite de ce journal, puisqu'on a parlé du secteur minier, c'est depuis hier vendredi 14 que sont tombés les rideaux de la 3e conférence minière de la RDC organisée à Koulouzi dans la province du Lualaba. C'est le chef de l'État Joseph Kabila qui avait ouvert ses assises mercredi, qui a présidé également la cérémonie de clôture. Ces travaux avaient pour objectif de cerner les efforts fournis par le gouvernement pour orienter les matières premières vers les objectifs du développement durable. Reportage.
La République démocratique du Congo veut, avec la promulgation du nouveau code minier par le président de la République, être porteur d'espoir pour la distribution équitable des richesses générées par l'exploitation minière et l'avènement d'une classe moyenne. Et pour y arriver, le respect de la loi sur la sous-traitance s'avère être l'un des moyens. L'initiateur de la loi a échangé avec les opérateurs miniers. Cette loi crée de la confusion en ce qui concerne les vocables ou les notions d'entreprise congolaise à capitaux congolais. C'est cette question-là qui pose problème. Dans la loi, il est dit qu'on doit avoir une entreprise congolaise à capitaux congolais. Alors, nous avons les opérateurs miniers qui sont sur place, ils ont des sous-traitants étrangers. Alors, cette loi crée une confusion à ce niveau-là. Et ce panel a permis de dissiper ce doute-là et ce malentendu. Donc, le recours à l'expertise étrangère plutôt, est réglementé par la loi. La loi dit ceci: si vous n'avez pas l'expertise congolaise requise, vous pouvez faire appel à une expertise étrangère, mais elle ne doit pas dépasser 6 mois. La question des assurances dans les secteurs miniers est aussi une des obligations pour investir dans les secteurs miniers. Norman Monio, l'un des panélistes, explique. Ce qu'il faut retenir, c'est que les miniers d'abord doivent s'organiser pour mieux s'assurer. Les miniers doivent respecter la loi congolaise qui les incite à s'assurer auprès d'un assureur agréé. Il n'y a pas que la SONAS, il y a d'autres assureurs qui vont être agréés ou qui sont déjà agréés. Et les miniers ont intérêt à être très regardants pour que les assureurs qui les assurent aient la capacité de les assurer. Et pour cela, il faut travailler ensemble. Les miniers doivent s'assurer, selon la loi congolaise, auprès d'un acteur agréé par le marché congolais, donc l'autorité de régulation des assurances, l'ACA, a une liste des assureurs qui ont l'autorisation d'assurer. Plusieurs autres thèmes ont été abordés, à l'instar de la mise en pratique de la responsabilité sociétale des entreprises minières, des groupes d'épargne. Ce n'est pas encore fini pour la clôture de ces journées minières. Nous vous proposons encore de suivre quelques réactions des participants à cette conférence. Les mines de l'Ituri vont servir à la population de l'Ituri parce que ça ne sert à rien d'avoir autant de mines, autant de miniers, que les dividendes en ce qui concerne la population soient vraiment négligeables. Voilà, nous espérons que les différentes recommandations qui seront formulées ici, nous allons essayer de suivre pour que ça soit mis en exécution. Je suis fier d'avoir suivi personnellement le président de la République revenir sur un message important, de dire de ne pas toujours aller dans les sentiers battus de ce qui a existé avec la Gécamine. Il faut chercher encore ailleurs, comme au Kasaï central, je vous ai dit que nous avons tout là-bas, que ce soit l'or, les diamants et des produits importants comme les cobalt, le nickel et les chromes. Il suffit que l'énergie suive. Je crois que nous n'avons rien à envier aucun pays au monde. Il faut s'assurer qu'il y a une synergie dans toutes ces recommandations et dans les différents secteurs. Et ici, on a parlé principalement du secteur minier, qui est une ressource très très importante, un atout pour la RDC, mais il y a aussi d'autres ressources. Les ressources forestières, les ressources hydrauliques qui sont tout aussi importantes. On commence avec les mines, on a besoin de l'électricité pour produire, je donne juste un exemple, et de l'autre côté aussi, il faut que cette agriculture aussi accompagne de manière à ce que le Congolais moyen, même pauvre, puisse bénéficier des richesses que Dieu nous a données. En 1 minute, Jean-Louis Miaswekama, ces journées minières augurent peut-être une nouvelle ère pour notre secteur minier. Je voudrais le croire. Parce qu'on est champion de forums, de conférences et d'installation des comités de suivi. Il y a quand même une forte mobilisation. Oui, tout à fait. Mais maintenant, en fait, c'est comme il devient un sport national pour organiser des forums où on met beaucoup d'argent et si on ne fait pas d'audit, tout l'argent part. Ça, c'est une chose. C'est-à-dire que ces forums, c'est comme écrire une pièce de théâtre. Le plus important, c'est pas d'écrire la pièce de théâtre, parce qu'on peut l'écrire en un travail. Le plus important, c'est de la jouer. Donc, c'est d'appliquer les recommandations, c'est de se poser les vraies questions. C'est comme on le dit, donner plus de Congolais dans l'actionnariat, donner plus de Congolais dans la sous-traitance, que aussi on puisse par là amener, faire que les industries minières soient industrialisantes. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas seulement ce secteur qui se développe, mais plusieurs industries et qu'on ait une diversification en horizontale.
Merci Jean-Louis. Affaire rupture de stock à cette Congo, apparemment plus de peur que de mal en vue d'éclairer l'opinion sur l'alerte de la société pétrolière qui en a fait l'annonce. Les cadres de la société, les ministères de l'économie se sont réunis en urgence, c'était vendredi à Kinshasa. À l'issue de cette rencontre, les ministères de l'économie appellent la population au calme tout en rassurant que l'approvisionnement en produits pétroliers va se poursuivre normalement en attendant le retour dans la capitale des autorités concernées pour les mesures nécessaires. De son côté, cette Congo affirme disposer des stocks importants en tout produit, en essence, gasoil et autres, mais des stocks n'appartenant pas aux sociétés commerciales de distribution, mais plutôt aux fournisseurs. Lancement ce samedi à Brazzaville de la 4e édition de Makutano, le Fair Business Network où l'Afrique se rencontre. Après l'étape de ce week-end au Congo d'en face, c'est lundi que le forum fera son retour à Kinshasa. Les thèmes retenus pour cette année est les local contents. C'est ce que nous avait confirmé un peu plus tôt Mouchi Akabeya, project manager du concept Makutano. Entrepreneurs congolais et d'ailleurs vont se rencontrer autour du Makutano. Une particularité pour la 4e édition, Sultani Makutano se tiendra dans les 2 capitales les plus proches du monde, Kinshasa et Brazzaville. Le team Makutano travaille d'arrache-pied pour la réussite de ces forums économiques qui accueillera plus de 600 experts du premier plan et décideurs publics. Cette année, le Makutano va se passer donc le 15 et le 17 septembre. Le 15, c'est à Brazzaville. C'est la première fois qu'on organise un Makutano dans une capitale africaine, autre que Kinshasa. Et la deuxième journée, c'est le 17 septembre, le lundi 17 septembre, au Kempinski à Kinshasa. Oui, les préparatifs vont bon train. On est vraiment à cheval entre Kinshasa et Brazzaville. Donc les préparatifs, ça va, ça avance bien. Cette année, l'idée, c'était vraiment de rapprocher 2 villes africaines parce que le Makutano se veut être un réseau panafricain. Donc un réseau, donc les Congolais de Congo-Kinshasa qui travaillent ensemble main dans la main avec les Congolais de Congo-Brazza. C'est très important pour nous de marquer cette dimension panafricaine. Cette année, les conférences aborderont les thèmes des hautes factures axés sur le local content. Alors le local content, c'est vraiment la question qui est toujours posée dans le cadre des activités du Makutano. C'est comment le Congolais moyen, le Congolais peut profiter enfin des richesses que regorge la RDC. C'est-à-dire comment le Congolais peut profiter justement des richesses de la chaîne de valeur, les industries qui se font autour de la RDC, que ce soit l'industrie minière, l'industrie agroalimentaire, toutes les industries extractives, les services. Donc vraiment comment le Congolais peut profiter de ces richesses et développer son capital humain. Makutano est un réseau des femmes et des hommes qui s'engagent dans un travail de réflexion constructive avec les investisseurs nationaux et internationaux afin de se positionner en tant que force d'action et des propositions pour l'ancrage de l'économie en République démocratique du Congo. Engagés dans la voie de l'émergence, Makutano et les rassemblements des héros qui ont compris que la RDC et l'Afrique ont besoin davantage d'entrepreneurs pour leur développement. Et si à Makutano on peut aujourd'hui parler business dans la joie, il n'en était pas le cas il y a 10 ans, car une forte crise bancaire et financière secouait le monde. Il y a 10 ans jour pour jour, la banque Lehman Brothers, 4e banque d'investissement américaine, s'est déclarée en faillite, ce qui a donné le coup d'envoi à la crise financière mondiale qui dégénérera plus tard en récession globale. Retour sur le fait dans ses commentaires signés Ange Makadi.
Il y a tout juste 10 ans, la faillite de la banque Lehman Brothers plongeait l'économie mondiale dans une crise financière sans précédent. Tout est parti de cette banque d'investissement multinational créée en 1850, proposant des services financiers diversifiés et ayant fait spectaculairement faillite le 15 septembre 2008, plus d'un siècle et demi après sa création. Du dimanche 14 au 15 septembre 2008, la banque se place sous chapitre 11, provoquant ce qui demeure à ce jour la plus grosse faillite de l'histoire. Son bilan pesait près de 700 milliards de dollars avec 27 000 employés. Une semaine qui a précédé sa faillite, toutes les solutions envisagées pour la sauver, création d'une bad bank, sauvetage public, avaient échoué. En 1990, la banque prend des risques de plus en plus grands et se jette dans les commerces des produits financiers de plus en plus complexes. Avec $1, la banque en prêtait $30, une technique qui a permis d'amplifier les gains tout comme les pertes. Alors au troisième trimestre 2007, la 5e banque d'affaires du Wall Street annonçait une dépréciation d'actifs de 5,6 milliards de dollars. 10 ans après la faillite de la banque Lehman Brothers, bien des choses ont changé dans les secteurs bancaires. Jean-Louis Miaswekama, il y a 10 ans, la crise financière mondiale frappait de plein fouet et nous parlons du monde. Et la RDC était aussi concernée. Jean-Louis, j'aimerais qu'on parle du secteur minier par exemple. Comment notre secteur minier a été touché par cette crise? Tout simplement que quand la crise a contaminé le monde entier, cela a réduit la croissance. Et la croissance, comme elle est portée par des pays comme la Chine, effectivement, qui est gros importateur de nos minerais, ça s'est ressenti tout de suite. Jean-Louis, est-ce que devons-nous craindre une autre crise financière de ce genre? Bon, les crises financières, on dit que le capitalisme évolue par crise, et crise veut dire que les crises sont là pour qu'on en tire des expériences. Il y a eu beaucoup de mesures de prudence, mesures présentielles que les banques centrales notamment ont prises. Mais on oublie aussi qu'à cette crise, l'Afrique a été résiliente, parce qu'elle n'avait pas des produits toxiques, des actifs toxiques aussi compliqués, aussi difficiles à élaborer. Elle avait plus des produits classiques, notamment le cas de la RDC, et ça a servi de barrière. Mais cela veut aussi dire que demain, quand l'épargne, quand le niveau de bancarisation va augmenter, on doit pouvoir protéger ces fonds pour qu'ils n'aillent pas facilement à l'extérieur, mais pas que les bourses ne s'arrêtent pas, pour qu'on soit prêt, qu'une banque un jour ne se voit pas vider de tous ses fonds parce que c'est tombé dans un groupe financier qui rappelle crise. Nous recevions dans ce journal Jean-Louis Miaswekama, analyste économique, journaliste aussi, et rédacteur en chef de l'AGEM, Agence Galaxy Média. Jean-Louis, merci d'être passé et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Autre souvenir, puisque nous avons parlé des 10 ans de la crise financière mondiale, cette semaine, c'est dans les recueillements que l'on s'est souvenu du 11 septembre aux États-Unis pour les 17 ans des attentats que l'on connaît. Les présidents américains ont rendu hommage aux héros du vol 93, un de 4 avions détournés par des membres d'Al-Qaïda dans l'attaque contre le World Trade Center à New York. Les attentats du 11 septembre 2001, comme vous le savez, ont fait près de 3000 morts. À ces jours, 1100 victimes n'ont toujours pas été identifiées. Rappel de fait dans ses commentaires. 11 septembre 2001, 11 septembre 2018, 17 ans se sont passés depuis la pire attaque terroriste de l'histoire des États-Unis. L'effondrement des détours World Trade du quartier de Manhattan à New York aux États-Unis fut un choc pour l'Amérique, mais également l'Europe et les restes du monde. Mais ces attentats du 11 septembre ont inauguré une nouvelle ère dans le monde. Pour les États puissants, vaincre les groupes djihadistes Al-Qaïda et les groupes armés État islamique est devenu un défi sérieux et ambitieux. Le terrorisme est devenu l'enjeu politique numéro 1 de beaucoup d'États dans le monde. Des gouvernements ont dû adopter des lois restrictives et des mesures de sécurité accrues aux aéroports et aux frontières. Après la chute des deux tours jumelles new-yorkaises, les différentes agences et
organismes de sécurité dans le monde ont renforcé leur système de communication. Autre action après les attentats, l'Europe a multiplié les barrières comme jamais pour des raisons de sécurité et d'arrêter les flots des migrants. Pour lutter contre le terrorisme, des gouvernements ont consenti des budgets trop importants pour des mesures de répression, plus d'outils pour les forces de l'ordre et plus d'armement. Rappelons que le 11 septembre 2001 à 8h46 du matin, le vol 11 de la compagnie américaine Airlines est détourné par des terroristes. Il percute la tour nord du World Trade Center, la plus haute tour de la ville de New York, qui abrite principalement des bureaux. 17 minutes plus tard, un deuxième avion percute la deuxième tour du World Trade Center, la tour sud, qui mesure 415 mètres. Quelques minutes plus tard, le détour symbole de la puissance des États-Unis s'effondre. Deux autres avions sont encore détournés ce même jour. L'un écrase sur les Pentagon, le quartier général de l'Amérique des États-Unis. L'autre s'écrase près de la ville de Pinchbone après que les passagers aient tenté de répondre les contrôles de l'avion. Le bilan de ces attaques est de 2979 victimes et ces attaques ont été commises par les groupes terroristes Al-Qaïda dirigés par Oussama Ben Laden qui voulait punir les Américains qui ont imposé des mesures très dures à l'Irak qui avait envahi le Koweït. Et c'est dans son pays d'origine, le Ghana, qu'ont lieu le funérailles national de Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, funérailles auxquelles participent plusieurs dirigeants du monde entier, ainsi que des chefs traditionnels. Ces funérailles ont démarré jeudi 13 septembre dernier à Accra, au Ghana. Il est le deuxième secrétaire général de l'ONU après l'Égyptien Boutros Ghali. Kofi Annan est décédé le samedi 18 août dernier à l'âge de 81 ans. Un peu d'art dans ce journal, connu pour leurs valeurs esthétiques à travers le monde. Les œuvres d'art congolaises sont victimes en RDC de diabolisation. Les marchés des arts souffrent de manque de consommation locale et pour cause, les interdits des certains hommes de Dieu et les idées reçues de nos us et coutumes qui prétendent qu'elles seraient utilisées à des fins un peu bizarres. Qu'en est-il réellement? Tentative de réponse dans ces reportages. Une œuvre d'art est une invention de l'homme. Elle exprime quelque chose et doit avoir un fond. Elle véhicule un message. Une œuvre d'art doit répondre à 3 critères, notamment esthétique, technique et sémantique. L'œuvre d'art offre des couleurs plaisantes, une harmonie dans les formes. Mais cette notion reste toutefois assez subjective en fonction de son goût, de sa sensibilité et de son éducation. Malheureusement, le marché de l'art n'est plus florissant en République démocratique du Congo et particulièrement à Kinshasa à cause notamment de certaines spéculations. Cependant, beaucoup de chrétiens ont une perception erronée d'une œuvre d'art. Nous les Congolais, nous avons déjà oublié notre culture, propre culture. Et il y a la modernité, il y a les ondits, il y a des copies-collées. Et il y a aussi le phénomène des églises et des binzambi. C'est ça que l'art, c'est le langage. L'art, c'est la beauté. Vous pouvez embellir votre maison, la parcelle ou tout consort. Il y a aussi des collections, comme vous achetez des chaînettes là, des médailles et tout. Vous pouvez aussi collectionner l'œuvre. Donc c'est ça, ce n'est pas des choses des fétiches, non. Pour le pasteur Boaner Jokaseka, les œuvres mystérieuses ne se vendent pas en public. Les œuvres d'art, ce sont les œuvres d'esprit où quelqu'un s'est assis, il a réfléchi et il a créé en peinture, en sculpture ou je sais pas moi. Et toutes ces choses-là ne sont pas toujours maléfiques. C'est vrai qu'il y a des œuvres d'art maléfiques, par exemple de vieux bois. Ce sont des bois utilisés par les anciens sorciers, les anciens marabouts qui renferment un certain pouvoir. Ça, ce n'est pas faux. Mais à cela, prendre en bloc toutes les œuvres d'art comme diaboliques, je dis, ça frise l'ignorance. Une œuvre d'art exprime la culture et donc l'âme de tout un peuple. Ça fait longtemps qu'on l'avait vu. Lui, c'est Anthony Kayembe, notre expert en question de santé. Anthony, bonsoir. Bonsoir. Avec Anthony, nous répondrons à la question: est-il mal ou y a-t-il des inconvénients pour les femmes et filles à ne pas mettre de soutien, Anthony, puisque c'est un peu à la mode? Ah ben c'est à la mode, comme vous le dites.
D'abord, il faut qu'on retienne que le soutien-gorge, comme on l'appelle, c'est un accessoire, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, a vu le jour il y a quelques décennies, mais il faut le retenir qu'il est moins bénéfique. Il est moins bénéfique. Il est moins bénéfique. D'ailleurs, il est très avantageux de ne pas en porter que d'en porter. Anthony, pourquoi donc? Oui, parce qu'il faut le retenir qu'il y a quand même des problèmes quand on met les soutiens, surtout chez les femmes. D'ailleurs, pour la plupart, elles ne veulent pas le mettre, hein. Il faut le retenir. Hein, amen. Donc, ça dit que le soutien-gorge est bénéfique pour beaucoup de causes et des raisons de santé aussi. Anthony, c'est quand même choquant, c'est un problème de mœurs, de fois dans nos sociétés, de voir des gens de voir des dames n'est pas en mettre. Oui, en fait, pour leur propre intérêt, parce que il faut le dire que c'est une partie de leur corps qu'elles doivent vanter, ça il faut qu'on le retienne. Parce qu'avec le soutien, puisqu'on le met, on se crée aussi beaucoup de problèmes. Amen. Quel genre de problème, Anthony? Parce que plus en mettant, n'est-ce pas, les soutiens, on a tendance aussi à avancer ou à déranger, n'est-ce pas, la présentation de seins de femmes. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que vous accélérez, n'est-ce pas, l'affaississement de vos seins en utilisant, n'est-ce pas, des soutiens-gorge. Pourquoi? Parce que les seins... Le soutien affaisserait le sein. Bien sûr, parce que les seins sont soutenus par des ligaments, qu'on appelle des ligaments découpeurs, qui sont censés maintenir en hauteur ou en bonne posture les seins, n'est-ce pas? Plus vous utilisez des soutiens, des accessoires inutiles, plus vous rendez beaucoup plus malade, n'est-ce pas, ces ligaments. Ils seront plus en mesure de maintenir, n'est-ce pas, les seins d'une femme à une bonne posture. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une accélération, n'est-ce pas, de vieillissement ou de manque de vitalité de seins de femmes, et ça va s'affaisser. Voilà. Tout excès nu, comme on dit, il faudra donc pour les dames et les jeunes filles mettre le soutien à un certain moment, respirer un peu, c'est ça? Oui, mais d'ailleurs tout de suite, ces femmes, quand elles mettent ces soutiens-gorge, et une fois arrivées à la maison, les premiers vêtements ou sous-vêtements à enlever, le premier réflexe, c'est de dégrafer le soutien. Tout à fait, justement pour essayer de bien respirer et, n'est-ce pas, essayer de se dégager de ce qui encombre tout à fait la poitrine et qui peut aussi causer d'autres problèmes de santé. Par exemple, vous pouvez avoir, n'est-ce pas, des douleurs qui peuvent aussi suivre une utilisation de soutiens, surtout qui sont plus serrés, qui rendront peut-être très mal à l'aise la femme et dérangera les seins et jusqu'à amener à des complications beaucoup plus... Mais ne pas en mettre, on ne crée aucune complication. D'ailleurs, c'est très avantageux de ne pas en mettre. Justement parce que... Anthony est tenace. Bien sûr, c'est très avantageux de ne pas en mettre. Parce que là, vos ligaments vont rester intacts et ils vont travailler juste pour garder la posture. Je rappelle, il y a une étude récente, en fait il y a 15 ans, un médecin de sport a bien soutenu cette thèse en disant que plus on n'émet pas le sein, plus on raffermit, n'est-ce pas, la poitrine. On ne met pas le soutien. Plus on ne met pas le soutien, j'allais dire, on raffermit sa poitrine, n'est-ce pas? Et puis, vous avez un bel aspect, vous dégagez un très bel aspect, et de moins en moins, vous amenez des problèmes de santé. Vous aurez moins de douleurs, vous aurez moins de problèmes de cancer de sein, parce que ça, il faut qu'on le retienne. Il y a peut-être aussi l'apparition de certains kystes à cause de l'utilisation, n'est-ce pas, des soutiens-gorge, par exemple. Sacré Anthony, bon retour au JT Saba et merci d'être passé. Merci beaucoup, Amen. Parlons sport, dans ce journal, c'est ce dimanche que l'association sportive Vita Club affronte en quart de finale le club marocain Renaissance sportive de Barkhane à Kinshasa. C'est en Coupe de Confédération, c'est depuis vendredi que les visiteurs ont atterri à l'aéroport international de Ndjili avec son effectif composé de quelques internationaux burkinabés, vice-champion de la CAN 2013 dont Alain Traoré, ancien attaquant de FC Lorient et de l'AS Monaco, et les défenseurs Issoufou Dayo, ancien sociétaire de V-Club, finaliste de la Ligue des champions africaine 2014 avec ses clubs. Renaissance de Barkhane tentera de faire bonne figure dans cette rencontre prévue à 14h heure des Kinshasa. Voilà, c'est par cette nouvelle que nous mettons fin à ce journal qui a reçu pour vous Jean-Louis Miasukama, mais nous étions heureux aussi de recevoir dans ce journal Anthony Kaembe, notre expert santé, qui on espère est de retour. Merci Anthony et à très bientôt. Merci à vous aussi de nous avoir suivis.